C'est la fin d'un feuilleton judiciaire qui aura traîné pendant près de 8 ans. Tout commence en juin 2017. À l'époque, Az, membre du groupe Tragédie, est invité sur le plateau de Touche pas à mon poste pour faire la promotion de son nouveau titre. Sauf qu'en parallèle de sa carrière musicale, il travaille alors comme contrôleur à la SNCF. Et ce jour-là, officiellement, il est en arrêt maladie. Très vite, la SNCF s'aperçoit que cette apparition télévisée n'est pas un cas isolé. Plusieurs dates de concerts données avec Tragédie coïncident étrangement avec ces périodes d'absence pour maladie. Pour l'entreprise, il n'y a pas de doute. Il s'agit d'un abus. Az est licencié pour faute grave. Le chanteur décide alors de riposter en attaquant son employeur pour licenciement qu'il juge abusif. Mais la justice ne va pas dans son sens. Il est débouté une première fois, puis une seconde fois en appel. La Cour d'appel de Lyon considère en effet que les preuves sont suffisantes. Az s'est produit sur scène, notamment à Madagascar, en Suisse et en Belgique, alors qu'il était censé être en arrêt maladie. Malgré cette double défaite judiciaire, il refuse de s'avouer vaincu. Cette fois, ce n'est plus la SNCF qui l'attaque, mais l'État français. Il invoque un déni de justice, estimant que la procédure a été anormalement longue et que cette lenteur lui a porté préjudice. Et contre toute attente, il obtient gain de cause. Le tribunal judiciaire de Lyon vient de condamner l'État à lui verser 1 800 € d'indemnité pour cette durée excessive de procédure. Une somme symbolique après 8 ans de bataille judiciaire, mais qui marque malgré tout une forme de revanche pour Az et la clôture définitive de cette affaire aux multiples rebondissements. Depuis plus d'1 mois, Ramzy Bedia et Redouane Bougueraba tournent en Belgique une nouvelle comédie française intitulée Marave. Le tournage se déroule notamment à Anderlecht et dans plusieurs autres villes. Mais cette semaine, la production a été freinée par un sérieux coup dur. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un camion appartenant à l'équipe du film a été forcé. À l'intérieur se trouvait du matériel technique essentiel. Au petit matin, les techniciens découvrent qu'une caméra d'une valeur estimée à plus de 100 000 €, ainsi que plusieurs objectifs ont été dérobés. Le vol a depuis été confirmé par la police locale. Face à cette perte importante, l'équipe n'a pas eu d'autre solution que de louer en urgence une nouvelle caméra afin de poursuivre le tournage prévu jusqu'au début du mois de décembre. Pour le moment, ni Ramzy Bedia ni Redouane Bougueraba ne se sont exprimés publiquement sur l'incident. Et côté scénario, le mystère reste entier. Mais quelques informations ont filtré via des annonces de casting. Marave devrait plonger dans l'univers du MMA, avec au centre du récit une histoire de lien fraternel et de réconciliation teintée d'humour. On imagine donc les deux comédiens dans la peau de frères que tout oppose, ou presque. En attendant la sortie de ce film encore entouré de discrétion, Ramzy Bedia enchaîne déjà les projets au cinéma, tandis que Redouane Bougueraba poursuit sa carrière entre humour et grand écran. Un tournage perturbé, mais pas interrompu. Ce mercredi à l'Assemblée nationale, Alexandra Rosenfeld a livré ce qu'elle a elle-même décrit comme l'un des témoignages les plus difficiles de sa vie. Devant des parlementaires, des journalistes et des représentants d'associations, l'ancienne Miss France a pris la parole pour raconter une relation passée qu'elle affirme avoir été marquée par ce qu'elle appelle du contrôle coercitif. Sans détour, elle a accusé le chef cuisinier Jean Humbert d'avoir instauré, selon elle, un climat de domination psychologique et d'avoir exercé à son encontre des violences, tant psychologiques que physiques. Dès le début de son intervention, Alexandra Rosenfeld a tenu à expliquer sa démarche. Si elle a choisi de parler publiquement aujourd'hui, c'est pour, dit-elle, rendre visibles des mécanismes souvent mal compris et surtout invisibilisés. D'une voix à la fois ferme et chargée d'émotion, elle a raconté une relation qui aurait duré 1 an et 4 mois et durant laquelle se seraient progressivement installés des comportements qu'elle identifie désormais comme relevant du contrôle coercitif. Et elle a même pris le temps d'en donner sa définition.
C'est un ensemble de comportements répétés visant à dominer une personne, à l'isoler, à la déstabiliser, à réduire son autonomie et à instaurer un climat de peur et de soumission. Alexandra Rosenfeld affirme que l'homme qu'elle décrit répondrait, selon elle, à tous ces critères. Elle explique avoir d'abord vécu une relation passionnelle, avant de voir s'installer un isolement progressif. Elle raconte que seule une amie était tolérée dans son entourage, une amie qui validait la relation. Les autres, selon elle, étaient systématiquement dénigrés, critiqués et écartés. À cela se serait ajoutée une période de grande fragilité personnelle. Souffrant d'une maladie auto-immune, elle évoque une fatigue physique et mentale importante qui aurait, toujours selon ses mots, facilité l'instauration d'un climat d'emprise. Elle explique avoir vécu dans un état d'alerte permanent, décrivant des colères provoquées puis retournées contre elle jusqu'à être traitée de folle. Alexandra Rosenfeld évoque également des humiliations répétées, portant tant sur son milieu social que sur sa manière de s'habiller ou de s'exprimer. Elle affirme qu'on lui faisait croire que ses proches et ses fréquentations la méprisaient et qu'elle était rabaissée de manière régulière. Elle a aussi fait état de violences physiques, mentionnant notamment une fracture du nez qu'elle attribue à un coup de tête donné lors d'un épisode de tension. Selon son récit, toujours, le geste aurait été minimisé et présenté comme un accident. Mais pour elle, le plus destructeur ne réside pas uniquement dans les coups. Ce sont, dit-elle, les séquelles psychologiques, celles que l'on ne voit pas et qui ont laissé la trace la plus profonde. Elle a enfin évoqué certains lieux associés à cette période de sa vie, exprimant le regret que son nom reste aujourd'hui lié à des établissements qu'elle considère comme familiaux. Un témoignage fort, lourd, qui a plongé l'Assemblée dans un silence saisissant et qui relance une fois de plus le débat sur les violences invisibles, l'emprise psychologique et la difficulté pour les victimes de se faire entendre. Et voilà, c'est les Pied Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Souviens-toi, c'est le seul podcast français qui t'offre un épisode de News People par jour. Et pour ne rien manquer, abonne-toi sur Spotify ou Apple Podcast ou ton application de podcast favorite. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.